Imaginez une statue qui se trouve juste devant vous. Tant que vous gardez les yeux ouverts, elle reste immobile. Mais au moment où vous clignez des yeux, elle avance. Et elle avance très vite. Et si elle vous atteint, c'est terminé pour vous. Cette statue porte un nom, SCP-173. Il y a près de 18 ans, sur X, le forum paranormal de 4chan, un anonyme qui se fait appeler Moto42 publie un rapport étrange, sous forme pseudo-scientifique, et ce rapport va donner naissance à tout un univers de fiction. La légende de SCP-173 naît ici, avec la photo d'une sculpture de l'artiste japonais Izumi Kato, ainsi que la description suivante. SCP-173 est un objet animé et extrêmement hostile. Il est fait de béton et d'armature avec des traces de peinture. Tant que vous le regardez, il reste immobile. Mais, dès qu'il est hors de vue, il se déplace très vite vers la personne la plus proche dans le but de tuer. Quand on regarde SCP-173, on ne se dit pas forcément qu'il est dangereux. On dirait juste une vieille statue en béton avec quelques barres métalliques à l'intérieur et de la peinture appliquée un peu n'importe comment sur le visage. Ce qui rend SCP-173 vraiment dangereux, c'est que la statue est animée et vivante. Tant que quelqu'un le regarde, il reste parfaitement immobile. Mais, au moment où plus personne n'a les yeux sur lui, il a la capacité de se déplacer. Et quand il le fait, c'est pour attaquer ses victimes. Celles-ci sont généralement retrouvées étranglées ou alors avec la nuque brisée. C'est pour cette raison que le rapport original insiste tellement sur une règle qui paraît presque absurde. Ne jamais le quitter des yeux. Quand des agents doivent entrer dans sa cellule, ils doivent constamment se surveiller entre eux et se prévenir avant de cligner des yeux. Ça peut paraître exagéré, mais avec SCP-173, même une simple fraction de seconde, ça peut faire toute la différence. Et ce n'est pas le seul détail étrange. Quand la cellule est vide, certains employés disent qu'ils entendent un bruit de pierre qui racle le sol, comme si quelque chose se déplaçait dans l'obscurité. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on retrouve en permanence du sang et des excréments dans la pièce. La Fondation passe son temps à envoyer du personnel pour nettoyer tout ça, mais personne n'a jamais vraiment réussi à comprendre d'où ça venait exactement. Pendant ces opérations de nettoyage, au moins 3 membres du personnel de classe D sont envoyés dans la cellule. Les classes D, ce sont des personnes utilisées par la Fondation pour effectuer les tâches les plus dangereuses. C'est généralement des condamnés à mort ou des prisonniers recrutés pour servir de cobayes face aux anomalies les plus risquées. Il faut impérativement que 2 personnes minimum gardent la statue dans leur champ de vision en permanence, pendant que la 3e personne s'occupe à nettoyer. Autant vous dire que personne ne saute de joie à l'idée d'entrer dans cette cellule. Ce qui est intéressant avec SCP-173, c'est qu'au fond, on ne sait presque rien sur lui. On sait ce qu'il fait, on sait qu'il est dangereux, mais personne ne sait vraiment ce qu'il est, ou qui l'a créé, ou même d'où il vient. Le texte original ne répond à aucune de ces questions, et c'est probablement pour ça que les fans ont passé des années à imaginer leur propre explication. L'une de ces histoires les plus connues s'appelle Anniversary. Elle part d'une idée assez simple, et si quelqu'un avait réellement créé SCP-173 ? Dans ce récit, on découvre un artiste mystérieux qui prétend être le créateur de SCP-173. Selon lui, la statue représente parfaitement la nature humaine, parce qu'elle réclame constamment l'attention des autres et elle devient violente lorsqu'on l'ignore. Un jour, l'artiste réussit à pénétrer dans la fondation pour retrouver sa création. Et ce qui se passe ensuite est plutôt étrange. Il entre dans la cellule et il commence à parler à la statue comme s'il retrouvait un vieil ami. Alors que SCP-173 est censé être une créature purement hostile, il semble réagir positivement à la présence de l'artiste. À un moment, il tourne même lentement la tête dans sa direction, comme s'il reconnaissait sa voix. L'artiste s'approche alors de la statue et lui prend la main, ce qui est assez perturbant quand on sait que SCP-173 n'est même pas censé avoir de vraies mains. Juste avant de partir, l'artiste lui adresse quelques derniers mots. Il lui rappelle que la Fondation envoie régulièrement 3 personnes dans sa cellule pour la nettoyer. Et ensuite, il lui accorde une sorte de permission. Il lui dit que lors du prochain nettoyage, si même une seule de ces personnes détourne les yeux, ne serait-ce qu'un instant, SCP-173 pourra faire tout ce qu'il veut. Et quand on connaît déjà le comportement de SCP-173, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les prochains agents qui entreront dans cette pièce.
Un autre récit assez connu s'appelle The Statue. Cette fois, on retrouve un jeune chercheur nommé Marcus Silburn qui se pose une question toute simple. Peut-être éventuellement que vous vous êtes également posé cette question. Pourquoi la Fondation continue à envoyer des humains dans la cellule de SCP-173 alors qu'on pourrait probablement faire le même travail avec des caméras ou même des robots, ce qui paraît même être une évidence. Sauf que, en creusant un peu, Marcus se rend compte que l'idée n'a rien de nouveau. Ça fait déjà des décennies que la Fondation essaye de trouver un moyen d'automatiser le confinement de SCP-173. Ils ont déjà tout utilisé, les caméras, des systèmes automatiques, des robots, tout a été déjà tenté. Et à chaque fois, ça finissait très très mal. Soit les équipements tombaient en panne, ou alors les systèmes cessaient de fonctionner, et au final, les expériences tournaient toujours au désastre. À force de voir les mêmes expériences échouer encore et encore, certains chercheurs sont arrivés à une conclusion évidente. SCP-173 exige, d'une façon ou d'une autre, l'attention de véritables êtres humains. Marcus, lui, pense avoir trouvé une solution. Il veut utiliser des drones équipés de caméras. Quand il présente son projet à Jack Bright, le directeur du site, celui-ci accepte de tenter l'expérience. Il rappelle quand même à Marcus que de nombreuses idées ingénieuses ont déjà été testées et ont toutes échoué auparavant. Le 18 avril 2022, la Fondation décide enfin de tester le système de Marcus. 3 drones sont envoyés dans la cellule de SCP-173 et, pas de bol, ça tourne mal presque immédiatement. La suite se passe à peu près aussi bien que vous pouvez l'imaginer. En quelques instants, les caméras sont aveuglées par l'étrange mélange de sang et d'excréments présents dans la cellule. Les systèmes tombent en panne les uns après les autres et les drones deviennent complètement inutilisables. La Fondation se dit alors que c'est peut-être un coup de malchance et elle renvoie immédiatement 3 autres drones. Malheureusement, le système de verrouillage de la cellule tombe en panne pendant le test. SCP-173 réussit alors de sortir de sa cellule et tue un agent d'entretien avant que le personnel ne parvienne à le reconfiner. Autant dire que Marcus encaisse très mal l'échec. Après des mois de travail sur ce projet, il est convaincu que son idée ne fonctionne pas et il finit même par proposer sa démission. Jack Bright encourage le chercheur à ne pas baisser les bras et lui demande de continuer à réfléchir à de nouvelles méthodes de confinement. Quelques années plus tard, Marcus revient avec une nouvelle idée. Cette fois-ci, le plan est simple. Il propose de modifier complètement la cellule pour que les déchets produits par SCP-173 tombent directement sous le plancher et ne nécessitent plus de nettoyage. Bon, sur papier, ça paraît enfin être la bonne solution. Sauf que SCP-173 trouve encore un moyen de contourner le problème. La substance présente dans sa cellule finit par traverser le nouveau système de confinement, et puis elle traverse plusieurs mètres de béton et de terre avant de provoquer la mort de 12 personnes. Pour Marcus, là, c'en était trop. Il demande l'autorisation de détruire SCP-173 une bonne fois pour toutes. Mais Jack Bright refuse. Selon lui, la Fondation a encore beaucoup à apprendre de cette anomalie. Au final, les chercheurs sont forcés d'accepter une réalité frustrante. La seule manière de contenir SCP-173 en toute sécurité est de continuer à envoyer chaque semaine des membres de classe D pour nettoyer sa cellule. Parce que, pour des raisons inconnues, SCP-173 exige l'attention humaine. Le dernier récit dont je voulais vous parler s'appelle Revised Entry. Et c'est probablement l'un des scénarios les plus catastrophiques jamais imaginés pour SCP-173. Au début, rien ne semble anormal. On a l'impression de lire une fiche SCP tout à fait classique. Et puis, un jour, une copie exacte de SCP-173 apparaît. La Fondation parvient à la confiner, mais quelques jours plus tard, d'autres statues commencent à apparaître à leur tour. À ce stade, les chercheurs comprennent que le problème est bien plus grave qu'une simple brèche de confinement. SCP-173 était en train de se multiplier. La situation dégénère très vite. Le nombre de statues augmente sans arrêt et certaines parviennent à s'échapper. En l'espace de quelques jours seulement, des attaques sont signalées partout en Amérique du Nord, et les victimes se comptent par centaines de milliers. À ce stade, la Fondation comprend qu'elle ne pourra plus jamais reprendre le contrôle de la situation. Il y a trop de statues, trop de victimes et surtout trop de témoins. Le monde entier sait désormais que quelque chose se passe. Du coup, la Fondation abandonne complètement l'idée de reconfiner SCP-173. Le but maintenant, c'est simplement d'empêcher les statues d'atteindre le reste de la planète. Une zone de quarantaine immense est mise en place autour des Amériques et des frappes nucléaires sont autorisées pour essayer de ralentir leur progression. Et puis, alors qu'on pourrait croire que le pire est derrière eux, une nouvelle information tombe. Une statue est repérée au Pays de Galles.
Ça veut dire qu'au moins l'une d'entre elles a réussi à traverser l'Atlantique. Une nouvelle frappe nucléaire est immédiatement lancée sur la zone. Au final, l'humanité a fini par stopper les dernières statues, mais le prix qu'elle a dû payer est énorme. Des régions entières ont été détruites et des centaines de millions de personnes sont mortes. Dans cette version de l'histoire, SCP-173 n'est pas juste une anomalie enfermée dans une cellule. C'est littéralement une menace de fin du monde. Ce qui est fou avec SCP-173, c'est qu'à la base, il s'agissait que de quelques paragraphes postés sur Internet en 2007. Il n'y avait pas d'histoire grandiose, pas d'explication, en soi, il n'y avait presque aucun détail. Et pourtant, on est à près de 20 ans plus tard, les gens continuent encore à écrire des récits, des théories et des histoires autour de cette statue. Il faut savoir que l'univers SCP compte aujourd'hui des milliers d'anomalies, certaines bien plus complexes que SCP-173. Mais malgré tout, il reste quand même l'un des SCP les plus connus. Parce qu'au fond, c'est avec lui que tout a commencé. L'idée était vraiment simple. Une statue qui ne bouge que lorsqu'on ne la regarde pas. Et visiblement, ça suffit encore aujourd'hui à inspirer des millions de personnes. Un tout grand merci à vous pour avoir regardé cette vidéo sur le SCP-173. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à me laisser un commentaire. Si vous avez un SCP, un mystère ou une histoire que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Je lis toutes vos suggestions et ça me permet aussi de trouver des bonnes idées pour les prochains épisodes. Et en plus, ça vous permet à vous de soutenir une petite chaîne comme la mienne. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de partager du contenu sur la Fondation SCP et j'ai vraiment hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Entre-temps, les archives de l'étrange se referment ici. À très bientôt!